Welcome back, Pascal. Ce week-end, Salut Younes. t'étais à Rome ou t'étais à Ouais, Washington? Je me suis dit peut-être on allait te voir à Washington avec Trump et non, puis Sam Altman, mais t'étais faire quoi à Rome? je suis allé au mariage d'un ami. C'était extrêmement sympa. Il faisait une chaleur folle. Mais le learning que je fais de cette affaire, c'est qu'il ne faut pas prendre un vol qui arrive à 22h30 à Genève parce que tu finis par arriver à minuit et après, tu n'as plus de train. C'est mal. Ah, il s'est passé quoi? On avait un peu de Du retard, retard. rien de bien. EasyJet ou c'était quoi? EasyJet, oui, oui, mais ils étaient super sympas. C'est une super compagnie, EasyJet. C'est moi qui ai fait une erreur. J'aurais pas dû prendre le dernier vol en pensant que j'arriverais juste à attraper mon train. Tu Ah vois, ouais. Bah, c'était pas bon. t'as eu du bol parce que généralement, s'il y a trop de retard à Genève, tu peux atterrir jusqu'à 23h29. Et Ah genre, si bon? tu arrives à 23h31, tu atterris à Lyon. Et puis, ils doivent t'envoyer un bus qui part de Genève jusqu'à Ouais. Lyon. Donc, Donc là, on serait en juste train une de faire le erreur. podcast dans le bus. Tu serais, tu serais dans un Oui, blablacar. exactement. Comment ils s'appellent ces gros bus verts là? Euh, je sais plus. Cette Je compagnie sais pas. européenne. Non, quelle horreur. Non, je suis pas un immense fan du bus, non. Mais t'as bien mangé à Rome? C'était comment? Oh, c'était, mais alors, on peut faire un commentaire, une incise sur la gastronomie italienne, hein. À mon sens, la gastronomie italienne, elle est fantastique parce qu'on part d'un excellent produit, fruits et légumes, tomates, le risotto, un risotto au citron, mais une dinguerie. Ils sont moins bons pour les viandes cuisinées, mais tout ce qui concerne les antipastis, c'est absolument extraordinaire. Phénoménal. C'est somptueux. Tu t'es régalé. Somptueux. Ah ouais. Et puis le temps, il faisait 30 degrés, 32, c'était grand soleil. Je reviens là, on est dans une Euh, espèce de pénombre permanente, une espèce de semi-nuit. Ouais, c'est bizarre. Mais Ça bien doit être sûr, super c'est pour bizarre. ça qu'on est devenus tous protestants ici. Si tu vis à Rome, tu as évidemment l'idée d'un. C'est autre chose, tu vois. Mais là, tu dois survivre avec ce temps. Tu te dis non, 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 il faut qu'on la pile, ça va pas, il faut que ce soit dur. Tu vois, c'est pour ça. C'est la géographie qui explique tout. Pour les auditeurs et les auditrices, juste avant de commencer à enregistrer, Pascal, il me dit, ouais, je suis cuit et tout. Et puis, je te vois là, t'écharpes. Non, je T'as sais. pris combien de Red Bull? Combien de café? Bon, les cafés, ça compte pas. Ça compte pas. Je sais pas, 5. Mais Bon, ça va, ça va. non, non, mais non, là, ça va bien. J'ai émergé. Je suis allé trop tard. Trop Bon, dur. En tout cas, welcome back. Merci. On a pas mal Merci. de sujets à discuter aujourd'hui, à décrypter. Mhm. Notamment bah, cette news où il y a eu un sommet de la tech à la Maison Blanche. Donc, ça m'a étonné de ne pas voir notre ami Elon Musk, qui est devenu Alors, persona non grata. bon, c'est chaud pour lui parce qu'il a quand même beaucoup contribué à faire élire Trump, puis maintenant, il ne peut même pas participer. Alors, il y a deux explications possibles. C'est soit il a des backdoor entry, puis il participe même plus au meeting. Quand tu es vraiment classe, tu participes pas au meeting télévisé où il y a tout le monde. Tu es dans un autre moment, tu vois. Pas Donc ça, faux, c'est ouais. possible. C'est d'ailleurs le plus probable. Et puis qu'en fait, bon, les autres géants de la tech, ben voilà, Le petit eux, joueur. ils viennent dire leur admiration en fait de l'action politique de Trump pour être dans ses bons papiers, dans ses petits papiers. Ouais. Donc voilà, ils sont tous allés le féliciter. Ça ne devait pas être un meeting très agréable. Et ce qui est intéressant, enfin, moi j'ai eu l'impression que c'était enfin, je vais pas dire que de la com, mais en gros, c'est quoi? Zuckerberg, il a annoncé qu'ils allaient investir 600 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2028. Tu as Tim Cook d'Apple qui a annoncé aussi 600 milliards dans l'industrie manufacturière. Sundar Pichai de Google, il a annoncé 250 milliards Mhm. et Satya Nadella de Microsoft, 80 milliards. Et tu avais Sam Altman d'OpenAI, Sergey Brin, l'un des cofondateurs de Google, et le très détesté, détestable Bill Gates.
Non, mais si tu veux, ils sont obligés, ils n'ont pas le temps, ils ont pas la possibilité de faire autrement, C'est ils les sont presque midterms. obligés. Ouais, pas que, moi je pense que c'est plus le fait que, si tu veux, imagine-toi, tu te mets à la place d'un de ces CEO de la tech, tu peux avoir des contrats avec l'État qui peuvent être extrêmement rémunérateurs. Deux, tu as besoin de travailler, si possible, main dans la main avec l'État parce que tu veux faire un nouveau data center, parce que tu veux faire des investissements, etc. Donc, tu as besoin de leur soutien. Et puis que dans les affaires, on est toujours mieux avec le soutien des autorités que sans. D'accord? Donc, le job d'un CEO, c'est 80% l'exécution, la stratégie, etc., etc. Puis 20%, il faut faire avec les courants politiques. Et puis, ces derniers temps, pour des entreprises aussi grandes, de faire en sorte que les relations avec la politique soient bonnes, c'est très important. Je ne suis pas du tout persuadé qu'en fait, ça va changer la trajectoire de ces entreprises. Mais je pense que le fait de partir, déjà, quand on t'invite, tu y vas. Et puis, deuxièmement, d'annonce, tu es obligé de faire une annonce. Hein. Mais ça arrive, par exemple, souvent en Arabie Saoudite, quand tu as un ministre français qui y va, il dit qu'on a signé pour X zillions de contrats. Ouais. Je suis pas tout à fait certain que que le résultat, en fait, de ces annonces soit toujours tenu d'effet, enfin, suivi d'un effet tout à fait concret. Par contre, tu es obligé de faire une conférence de presse où tu dis que ça va avoir lieu, puis les gens sont dans une salle, filmés, donc en fait, il faut dire que c'était super, etc., etc. Puis après, on verra bien ce qui se passe, tu vois. Si ça se trouve, dans 3 ans, la plupart de ces CEO, ils seront plus dans le même poste. Donc, d'ici que ça Mhm. déploie ses effets, après, tu mets ça sur le précédent, tu te dis non, non, mais il a déconné, là, il a fait des annonces qui vont pas être suivies d'effets. Donc, je ne crois pas que il y ait beaucoup de contenu. D'ailleurs, c'est un peu une tendance, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y a pas une semaine qui passe sans qu'on nous annonce des centaines de milliards d'investissements ici et là. Il y a un moment où je ne sais pas d'où vient tout cet argent, si tu veux. Je ne pense pas que ça va forcément se matérialiser. Et puis d'autre part, ces grandes entreprises, de toute manière, en fait, elles continuent à développer des data centers aux États-Unis et à investir là-bas parce que ça reste leur premier marché. Donc, forcément qu'ils font des investissements. C'est pas parce qu'ils annoncent ça qu'ils vont investir beaucoup, beaucoup plus. Tu vois? Ouais, c'est un communiqué de presse Ouais, avec Trump autour d'un bon ouais. dîner et puis voilà quoi en gros. Ben oui, et puis si tu veux, quand un État t'invite et puis t'invite à dialoguer, tu vas et puis tu as certainement dans ton agenda une série de thèmes que tu voudrais pousser en avant, d'accord? En termes de régulation, en termes d'un projet qui pourrait se réaliser ou pas, etc., etc. Donc en fait, tu profites d'avoir de bonnes relations avec ces gens extrêmement importants pour ton business pour aller pitcher la bonne chose, prêcher la bonne parole, te positionner, ne serait-ce que comme fournisseur, en fait. Parce que l'État américain, je ne sais pas combien il dépense en IT, mais ça doit être un gros budget. Donc, c'est forcément intéressant. Donc, ne serait-ce que par politesse pour ton client, tu vas manger avec eux. Puis, ça ne devait pas être affreux comme repas non plus en termes de gastronomie. Je ne sais pas si c'était fantastique, mais ça ne devait pas être affreux, en tout cas pas. Au moins, il n'aura pas fait du McDo. Mais Ouais. ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu dis. C'est vrai que récemment, on a vu pas mal de news justement où Meta, Google, enfin toutes les Mac 7 étaient en train de se placer pour vendre de l'IA, enfin lié à Mhm. tout ce qui était armement, enfin guerre, et Ouais. que il y a quelque chose qui est en train de se passer justement dans la tech où avant ils étaient un petit peu loin de tout ce qui était guerre et tout, mais maintenant ils veulent un peu marcher sur les plates-bandes de Palantir. Et Ouais. c'est aussi une des raisons, comme tu le dis, je pense, pourquoi ils se sont déplacés. Mais ça commence à faire grincer des dents, quoi. Ouais, mais si tu veux, ça fait longtemps qu'en fait les entreprises travaillent avec les gouvernements. C'est comme ça, en fait. On peut ne pas en parler, mais si Mm. tu es établi dans un pays et puis que les autorités te demandent si tu peux contribuer d'une manière ou d'une autre à un projet, si ça rentre dans le nombre de choses que tu es susceptible de faire, en général, tu fais pas trop d'histoire. Ça s'appelle faire du commerce. Ouais. Euh,
Et puis, bon, on peut faire ce distinguo en disant, voilà, il y a l'industrie de l'armement, mais en l'occurrence, pour ces entreprises qui sont dans la tech et donc dans la gestion de l'information, tu peux bien t'imaginer que et les services secrets et l'État, ils ont de grandes quantités d'informations. Donc, en fait, ils font appel à des fournisseurs qui leur vendent des serveurs, des systèmes de stockage, des logiciels pour avoir accès à cette information. Il y a évidemment maintenant l'IA qui va commencer en tant qu'outil, que technologie, qui va commencer à pénétrer l'État. Donc, c'est un marché énorme à prendre. Donc, si tu as l'occasion de parler au président américain, en général, tu y vas. Je ne connais pas beaucoup de CEO qui diraient non, moi, Trump, je ne fais pas les manger avec lui. Parce que les US, ce n'est pas un marché qui m'intéresse. Il ne faut quand même pas être fou. Hein. Ouais, j'aimerais avoir ton point de vue parce que, comme tu le dis sur l'industrie de l'armement, donc c'est pas quelque chose que toi et moi on valorise, même si on comprend l'aspect commercial. Et puis tu peux mettre dedans tout ce qui est durabilité où justement les grandes boîtes, elles en font pas assez, elles ont abandonné ça. Mais ce qu'il faut noter, c'est que tous ces CEO, ils sont responsables légalement en fait. Ils doivent augmenter la valeur Oui. des shareholders Ouais. et que devant la justice, s'ils le font pas, s'ils vont trop dans la durabilité ou s'ils refusent des contrats liés à l'industrie de l'armement, ils se font virer et puis ils sont pénalement Oui. poursuivables. Donc, Ouais, puis si tu veux, beaucoup du job de CEO, c'est en fait de gérer des injonctions contradictoires. On prend un exemple avec la durabilité. En fait, la durabilité, ça peut être, et c'est très bien, de mieux traiter le personnel pour qu'en fait les gens soient plus fidèles et que ça diminue les risques, de diminuer l'empreinte carbone, etc. Mais la durabilité, c'est aussi faire en sorte que l'entreprise reste saine financièrement. Ce que oui. je dis autrement, une entreprise qui fait faillite, elle émet beaucoup moins de carbone parce qu'elle n'existe plus. Hein. Donc en fait, il faut d'abord rester en vie et ça, en fait, on n'en parle pas, mais c'est quand même ce qui les occupe beaucoup et c'est pas parce qu'ils ont un fiduciary need, ça c'est un peu une excuse, c'est qu'en fait, le patron d'une boîte, le conseil d'administration, etc., en fait, si les personnes qui sont aux commandes prétéritent les intérêts de l'entreprise, qui sont souvent quand même mesurés en dollars, en euros, en francs suisses, en yens, peu importe, si on ne remplit pas ses obligations, on peut avoir un coup de moins bien quelque temps parce qu'on fait un investissement ou qu'on propose, qu'on fait un retournement stratégique, mais il y a quand même un moment où il faut que l'entreprise fonctionne. Et je ne vois pas comment on pourrait imaginer en fait que tu montes une entreprise, que tu nommes quelqu'un et puis qu'en fait les résultats ne suivent pas. Il y a un moment où tu vas prendre des actions pour faire en sorte que ça change. C'est normal. Ouais. Si les auditeurs se mettent à la place en fait des actionnaires, s'ils se positionnent comme actionnaires, ils vont évidemment vouloir que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas tellement de miracle. Hein. C'est pas le job de CEO, c'est de faire en sorte qu'une entreprise fonctionne. Et là où il peut y avoir comment dire, une dispute ou un argument, c'est entre les intérêts à très court terme et les intérêts à plus long terme, parce que parfois, il faut sacrifier un petit peu le court terme pour en fait faire un move stratégique qui aide dans le long terme. Mais c'est l'art et la manière en fait de combiner les deux. Moi, je prends souvent cette analogie. C'est un peu comme un élastique comptant et il faut à la fois ménager la chèvre et le chou, le court terme, l'exécution, le prochain quarter, la fin de l'année et le long terme. Mais il faut faire les deux. C'est ça qui est intéressant dans ce job, c'est qu'il faut combiner ces différents horizons de temps. Idem avec les ressources humaines. Si tu as des gens, en fait, il faut leur dire, ben voilà, d'ici la fin de la semaine, il va falloir compléter ce dossier ou gagner ce projet. Et puis, d'ici la fin de l'année, il faudra acquérir telle capacité, etc., etc. Puis, d'ici 5 ans, tu pourras accéder à tel et tel poste. Tu vois, tu as aussi ce truc du court versus le long terme. Et c'est ça qui fait que c'est drôle, quoi. Ouais. Tu as notamment la Migros aussi qui est en train de faire marche arrière sur pas mal d'aspects liés à la durabilité. Ils sont en train de se faire taper dessus, mais ça va un peu dans leur Mais, turnaround strategy qu'ils sont en train de mettre en place parce que ouais, mais c'est moi, compliqué à tenir, comme tu dis. j'y crois peu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu Tu crois peu à énormément quoi? au greenwashing et Non. à la durabilité comme faux-nez. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme l'inclusion ou la diversité. Si tu as besoin de dire qu'en fait, tu vas pas renvoyer quelqu'un parce qu'il s'appelle, parce qu'il n'a pas le bon prénom ou pas la bonne origine,
C'est qu'en fait, tu as un problème. Regarde, on avait déjà pris cet exemple, mais dans une équipe de foot, on ne se préoccupe pas de savoir d'où vient quelqu'un. On va regarder sa performance. Ouais. Les gens sont jugés sur leur caractère et pas, comme disait Luther King, il faut essayer de vivre dans une société, on est jugé sur sa contribution et pas sur la couleur de sa peau. Donc, je pense que les entreprises qui ont trop insisté sur le fait qu'il fallait avoir une diversité de couleurs de peau, d'ethnie, etc., ben, c'est qu'ils avaient un problème, mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne manière. Si tu regardes ça en termes de performance, en fait, les équipes qui sont plus diverses, elles sont en général plus performantes. Les équipes où il y a plus de femmes, elles sont plus performantes. Donc, en fait, une entreprise, elle doit quand même essayer de ne pas mourir. Enfin, c'est quand même compliqué de continuer à faire des profits. Et puis, et pour ce faire, il faut évidemment avoir l'équipe la plus flamboyante possible. Et il faut recruter les talents là où ils sont, en fait. C'est pour ça que, normalement, si tu te laisses guider par la performance, l'ethnie, la couleur de peau, c'est vraiment le cadet de tes soucis. Tu t'en fiches. Tu vas regarder, en fait, la qualité du joueur et pas sa tête, quoi. On s'en fiche complètement. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça et ça me semble complètement naturel. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé très, très suspect les entreprises qui insistaient de par trop sur leur inclusivité. Quelqu'un qui te dit une fois qu'il est honnête, tu le crois, il te donne une indication, mais à la 7e fois, c'est lui-même qui essaye de convaincre. Donc, voilà. Donc, tout ceci pour dire que c'est pas un wind back, c'est un peu un retour au réel. Je pense qu'on a raconté beaucoup de fadaises. Parce que la Migros, tu veux qu'ils fassent quoi de tellement pérenne? Je sais pas. Ils vendent des salades. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent prendre des camions qui soient powered by je sais pas, ils vont retourner au char à bœuf. C'est pas non. Donc, si tu veux, je ne crois pas en fait qu'ils aient un pouvoir aussi infini que ça. Alors, bien entendu, il faut qu'ils aient une politique surtout salariale et ressources humaines qui soit correcte. Je ne les trouve pas spécialement gentils avec leur personnel, en fait, quand ils suppriment les postes de caissière et de caissier, parce que tu dois être au four et au moulin. Moi, à chaque fois, à la Migros, je vais là où il y a une personne qui derrière le chariot. En plus, je ne trouve pas juste qu'ils ne me fassent pas de rabais si c'est moi qui fais le caissier. Ouais, si tu fais tout. Hein? Parce que si tu oublies un article par malheur, si tu oublies de scanner un article, tu te fais encore contrôler comme un malpropre, alors que tu n'es même pas payé pour le job, c'est très énervant, c'est très injuste. Donc, il ne faut pas regarder ce que les gens disent en fait sur la durabilité et la manière dont ils incluent. Je trouve qu'il faut regarder ce qu'ils font. D'accord? Attends, je rebondis là-dessus. C'est tout. Je te montre ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font? Petit-déj, Red Bull, bah voilà, c'est du propre. Ça, c'est pas très durable, quoi. Ouais, voilà. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus trop leur reprocher parce qu'il faut bien qu'ils fonctionnent et qu'ils vendent. Ça vise qui, ça? Ça vise les jeunes, ça. C'est sûr. Bon, alors, c'est quand même intense. Un Red Bull et un Ragusa le matin, waouh. Ça commence avec 500 grammes de sucre dans le sang C'est à ça. 8 heures du matin. C'est le diabète assuré. Non. Bon, moi, j'ai grande Tu confiance. prends quoi? Signal faible ou signal fort? Signal de rien du tout. Signal que les gens aiment bien. Comme quoi, la durabilité, c'est fini. Non, c'est pas fini. Hein? C'est la durabilité au sens beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de raconter des fadaises et être actif là où on peut en fait faire la différence. Il faut que l'action, elle ait une empreinte sur le réel. Donc en fait, ben voilà, les gens ils aiment bien consommer du Red Bull. La Migros va mettre ça en avant, elle va faire un prix, elle bundle ça avec un Ragusa, c'est très bien. En plus, quand tu fais un truc comme ça, les gens rentrent dans le magasin, ils prennent encore autre chose, etc. Donc c'est normal, c'est leur métier de commerçant qui vendent des salades, c'est normal. Mais moi, j'ai grande confiance en fait dans la sagesse du peuple et des gens. En fait, les gens, ils ont qu'à se renseigner et s'ils pensent que de se boire 5 Red Bull, c'est bien pour eux, ben, ils vont vite constater que ce n'est pas forcément le cas et qu'il ne faut pas abuser avec les boissons sucrées. Donc, il ne faut pas faire la morale. Moi, j'ai grande confiance en fait dans la capacité des gens à se renseigner, à faire des choix éclairés, à grandir, à apprendre et absolument aucune crainte. Ben voilà, je suis sûr que si tous les matins d'une semaine, tu te fais un Red Bull croissant Ragusa, tu n'es pas bien, tu le constates et puis tu changes ton comportement et vive la vie.
On espère. Oui, oui. On espère. La prochaine news. Pardon, Jean. Tu Ah, m'as, tu m'as enchaîné. j'ai Pen- enchaîné. Pendant cette réunion, justement, tu avais Sundar Pichai qui a annoncé justement cet investissement. Et il y a Mhm, une news où aussi il était très content, c'est comme quoi Google Chrome va pas se faire démanteler. Donc, tu as le mhm, juge Meta qui, en gros, est revenu un petit peu en arrière. mhm. Et c'est une très, très bonne nouvelle pour Google et Google Chrome. Alors oui et non, parce que dans le jugement, enfin, c'est une bonne nouvelle pour Google, pour Alphabet, mais en fait, dans le jugement, ils ont dit, ils voulaient le découper en morceaux parce qu'ils disaient, vous n'avez pas de concurrent dans la recherche, search business. Et en fait, ils ont dit, ben, il y a OpenAI maintenant qui vous fait concurrence. Donc, Ouais. c'est une bonne nouvelle parce qu'ils ne se font pas découper, ils ne doivent pas passer leur temps à faire une réorg trop compliquée. Et puis, ça permet d'avoir une intégration des différents produits de Google, ce qui est très cool. Je suis un grand fan, toi aussi. Mais je pense quand même que le signal pour les investisseurs, c'est qu'en fait, la justice reconnaît qu'en fait, Google a un vrai concurrent en termes de recherche et qui s'appelle OpenAI et ils ont quand même plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc, ça va pas être si simple. Et c'est vrai que moi, je vois aussi à titre personnel, j'utilise moins les fonctions de recherche de Google et beaucoup plus Gemini et OpenAI pour chercher des choses. Donc, c'est une demi-bonne nouvelle, je dirais. Ok, tu le vois comme ça. Disons, quand tu es le leader incontesté du marché de la recherche en ligne et puis qu'il y a un juge qui dit non, non, il n'y a plus besoin de les embêter, ils ont déjà un compétiteur aux fesses, c'est quand même pas la nouvelle du siècle. Tout le monde l'avait déjà compris, hein, c'est no news, mais ça veut dire que il y a eu des pièces dans ce procès qui ont montré qu'en fait, il y avait une chute des recherches. Ouais. D'accord? Le juge, c'est pas juste qu'il a lancé une pièce en l'air puis qu'il s'est dit, bon, ben, sûrement qu'OpenAI vont faire concurrence. Je pense qu'il avait des éléments, en fait, qui montraient que une partie de la recherche commence à À décliner. échapper, en fait, au quasi-monopole de Google, raison pour laquelle il n'y a plus besoin de les découper en morceaux et de les démonopoliser. Donc, c'est une bonne nouvelle pour Google parce qu'ils n'ont pas à se taper une réorg pour extraire Chrome, etc. Et je pense que c'est bien pour les utilisateurs parce que c'est très agréable comme ça. Mais en termes de sous sonnant et trébuchant, je pense quand même que c'est pas une nouvelle géniale. Parce que, pardon, le prix de l'action, elle a pris 8% après l'annonce. Oui, oui, parce que les Mm. investisseurs avaient déjà compté qu'en fait, ils avaient déjà fait un discount en se disant, bon, ben, il va y avoir un jugement négatif, donc on pense déjà en fait que ça. Puis du coup, à l'annonce tout à fait bénéfique pour Google, en première analyse, qui ne sont pas découpés, ben voilà, tu prends 8%, c'est chouette. Mais si à terme, ton marché juteux et quasi monopolistique de la recherche commence à t'échapper, tu sais, Ouais. souvent, les tech leaders, quand ils ont un monopole dans un domaine, quand il y a un nouvel entrant, ils ont beaucoup de mal, en fait, à faire concurrence. Microsoft, ils ont loupé le mobile. Enfin, Google, ils ont loupé les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais réussi, ouais. Bah non. Donc, Mm. c'est pas si facile. C'est pas Yaka Faucon. Donc, je suis pas certain que ce sera si facile pour Google de reprendre une position dominante dans la recherche search business, même avec les assets qu'ils ont comme Chrome, Android, etc. Et évidemment leurs IA. Je suis pas si sûr que c'est évident de garder en fait le business de la recherche qui prend une forme qui est différente. Mm, moi, je sais pas quoi penser. En tout cas, je me dis que ça sera. Enfin, ils ont perdu des market share, des parts de marché, ouais, certes. Mhm. Mais je sais pas si ça sera OpenAI et ChatGPT qui vont leur poser des problèmes. Ben, c'est ce qu'a dit le juge, hein, c'est qu'ils avaient un Ouais. concurrent qui s'appelle OpenAI. Donc, Mm. ça Ça, veut c'est dire tombé que à pic, quoi. ouais, c'est tombé à pic. Et puis, ça veut dire qu'à l'ère de l'IA, il y a une redistribution des cartes en termes de marché pour trouver des clients. Et quand tu passes d'un monde à l'autre, d'une époque à l'autre, d'un chapitre à l'autre, il n'y a pas beaucoup de sociétés technologiques qui arrivent à prendre ce type de virage. Tu vois, donc Ouais. c'est quand même pas la good news du siècle, je dirais. Ok, toi, t'aurais préféré qu'ils valident justement Bah, ce monopole et puis dire que.
Non, non, parce que le fait est qu'il y a des pièces qui montrent qu'en fait, OpenAI et ChatGPT, ils prennent des parts de marché en termes de recherche. Mais ça, c'est pas une super nouvelle pour Google. Si un juge a estimé qu'en fait, il y avait des éléments suffisamment solides pour considérer ils avaient plus une position dominante ou qu'à terme, Mm. ils auraient plus une position dominante parce qu'il y a un nouvel acteur qui est très performant, c'est quand même pas une méga nouvelle. Ce que tu veux dans le business, c'est avoir un monopole. Je sais, il ne Oui, faut pas le dire comme ça, mais c'est quand même ça qu'on veut. Quand tu as un monopole, en fait, tu es bien. Et du coup, c'est ce qu'avait Google, et ça, c'est quand même assez chouette. Et ben, visiblement, un juge a estimé qu'il ne l'avait plus. ouais. Donc, ce n'est Sachant pas que une méga nouvelle. le procès, il avait commencé en 2023. Mhm. Donc, il a fallu 2 ans et tout. Et puis, ils ont vraiment eu du bol. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait, si on creuse un peu plus loin, est-ce qu'on pourrait se dire qu'ils ont laissé, qui est-ce qui dit ça? Seuls les paranos survivent. Ouais. Si on va un peu loin, on se dit, est-ce qu'ils ont laissé volontairement Non, ChatGPT, OpenAI prendre de l'avance avec Bard, qui est non, 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 non. l'ancêtre de Gemini? J'y crois pas. Non? Beaucoup trop risqué. Non, ce d'autant plus qu'en fait, ce que dit Sundar Pichai, et je le crois, c'est qu'il dit depuis une décennie qu'en fait, Google, c'est une AI first company. Donc, que pour Google, l'IA, c'est vraiment la chose qui compte. Donc, je ne crois pas une seule seconde que tu sois comme ça, du billard à 4 bandes. Non, 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 beaucoup trop risqué. Trop chaud, quoi. Non, c'est trop chaud, tu peux pas, il y a trop de milliards. C'est pas, non, non, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Je comprends qu'on puisse y penser, mais ce qu'il faut bien que les auditeurs se disent, c'est que dans une boîte comme ça, pour faire en sorte d'arriver à sortir un produit, c'est déjà la croix et la bannière. Donc, tu ne vas pas en plus retarder tes équipes parce que tu vas optimiser la date de sortie à la semaine près. Non, 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 non. J'y crois pas du tout. Et pour revenir justement à ces big tech, ils ont pris Mhm. à la bourse, ils ont gagné 420 milliards, Ben oui. malgré le recul de Microsoft. 420 milliards, je vois, en quoi? En quelques jours, quoi, cette semaine. Mhm. Incroyable. C'est n'importe quoi. Non, c'est parce que si tu regardes leur market cap aujourd'hui, en fait, en pourcent, c'est pas si énorme que ça. Et puis, ce que je pense qui est plus inquiétant pour les Américains, c'est qu'en fait, si tu regardes les Magnificent Seven, ça représente maintenant une part complètement énormissime de la bourse. En 3 jours. Ouais, bah oui, mais ce sont des entreprises énormes. C'est eux. Inarrêtable. C'est inarrêtable, C'est quoi. là C'est aussi que tu vois en Europe qu'on est un game petit. over. Ouais, ouais, mais c'est là aussi que tu vois qu'en Europe, on est un petit peu sur la pointe des orteils parce on a simplement pas l'habitude d'entreprises d'une taille pareille. Ouais. Tu vois, on n'a plus On se l'habitude, rend on est pas un petit compte, en peu. fait. Ouais, on n'est pas dans le game. Parce que On- ça fait flipper, hein. Je pense que les auditeurs, enfin, on répète, ils ont pris 420 milliards en 3 jours. Ouais. Et Ah non, mais c'est beaucoup, hein. Ça, il n'y a pas, y a pas à discuter, hein. Mais euh, je pense quand même que il faut pas, si tu veux, il faut bien faire attention. Ce sont quand tu parles en valeur absolue, en fait, il faut voir la capitalisation au départ. C'est mieux de parler en pourcent. Et en pourcent, c'est pas aussi dingue que ça. Donc, je pense que le marché, il est assez volatile et que on est déshabitué en Suisse. Moi, je te dis, l'autre jour, en préparant une intervention, j'ai regardé en fait la market cap et la taille d'UBS, Nestlé, etc. mm, Et on est dans des business qui sont un petit morceau d'Apple et de Microsoft. Ça, on n'a plus de géants absolument gigantesques en Europe. ouais. Tu Ils, ils vois? ont, ils ont dit justement, enfin, c'était suite à cette déclaration, enfin, comme quoi ils ont pas de, enfin, ils ont enlevé cette, comment dire, Mhm. j'en perds mes mots, pardon. Enfin, le fait d'être poursuivis, qu'ils ont abandonné les poursuites, justement, c'est ce qui a donné un peu au feu vert et les investisseurs, ils ont interprété ça comme quoi le business model de ces boîtes, eh ben, ils n'allaient pas être touchés dans les années à venir, quoi, Oui, oui. via l'IA. Donc, Ouais, c'est ouais. pour ça que ça a pris ces 420 milliards en 3 jours. Oui, oui. Mais si tu veux, sur une capitalisation boursière qui est absolument faramineuse. Oui, Tu vois, à mon avis un petit peu mieux de regarder ça en pourcent. C'est-à-dire, si tu veux savoir quel est l'impact de la news, tu regardes tu sais ce que ça représente en pourcentage, ces 420 milliards?
Non, Mais ça je doit sais pas pas quand je être, regarde. ça doit pas être si massif que ça. Puis l'autre chose qu'on peut noter, c'est qu'en fait, c'est une market cap qui est extrêmement volatile. En fait, ça change d'un jour à l'autre. Euh, Si tu regardes Nvidia, ben, ils voulaient interdire la vente des chips en Chine. Visiblement, ça marche pas. Du coup, comme on en discutait, ben, Trump, il veut prendre 15% de commission de la vente de chips Nvidia à la Chine. Mais en Oui, fait, les Chinois, ils ont déjà commencé à faire enfin, ils ont DeepSeek, le modèle de langage, et ils vont, à mon avis, sans doute aucun, se débrouiller et faire leur propre chip. c'est Tu ce qu'il vois? disait Alibaba. Ils ont Mais fait oui, leur propre mais processeur bien IA. sûr. DeepSeek, ils entraînent leur modèle sur du hardware de Huawei. Mais oui. Et du coup, Bah, il faut retourner en Chine et puis voir en fait à quel point en fait ils sont dynamiques du point de vue de la tech. Ils sont vraiment très très forts. Ils ont depuis longtemps en fait quitté le stade on copie, on n'invente pas. C'est pas vrai. Et à l'évidence, dans ce move de Trump d'interdire en fait la vente de chips, ben, tu peux peut-être gagner un petit peu de temps. Peut-être que c'était un bon move si d'aventure c'est la course à l'AGI ou à la super intelligence, mais à mon avis, c'est une erreur. En fait, un monde qui se tend, qui se rétrécit, qui devient moins fluide et où les échanges sont, euh, sont limités, ça ne peut qu'encourager la Chine à devenir elle aussi indépendante du point de vue de la tech. Et je ne suis pas sûr que c'est dans l'intérêt de l'Occident, ni de l'Europe, ni des États-Unis. c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, ils auraient dû leur vendre du Nvidia, leur vendre, Ouais, enfin, tout ça pour les rendre dépendants. Et mais c'est un oui, peu ce qu'ils auront fait, c'est qu'ils leur ont appris à pêcher au lieu de leur donner le poisson, c'est quoi. ça, exactement. Et du coup, et Ça, c'est surtout, Trump, ça. C'est le premier mais de coup. toute façon, ils auraient appris. Mais si tu veux, là, ils leur ont donné une très bonne raison d'investir massivement pour apprendre vite. Ouais. Tu Donc, c'est vois? une grosse erreur de Trump, si on décrypte. Ben, je pense qu'en fait, toute cette stratégie qu'il a de mettre des barrières douanières, qui en fait au départ est pas si bête, parce qu'en fait, il se dit, ben voilà, il faut qu'on onshore, qu'on reprenne des industries. Hein, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a toute une série de pays qui disent zut. Par exemple, l'Inde, ils ont dit bon, ben, désolé, si vous nous mettez des tarifs douaniers trop importants, on ne va plus s'approvisionner chez vous et vendre trop aux États-Unis. Vous devenez moins important. D'accord? C'est ça, en fait, qui se passe. C'est que alors, il y a deux aspects. Il y a le fait que tu rends ton marché moins sexy et moins attractif parce qu'en fait, ils sont en train d'un peu de perdre la main, les Américains, à mon avis. Et puis, deuxièmement, et ça, je pense que c'est la grande leçon de ces tarifs de Trump, c'est qu'en fait, ça agit comme un accélérant du déclin américain. À mon avis, c'est Oui. surtout ça que ça fait. Et ça on en avait déjà parlé, mais à mon avis, ça renforce l'intérêt de s'intéresser au Middle East et à l'Asie. Ça accélère, si tu veux, cette bascule du centre de gravité de la technologie, des affaires, de la finance vers l'Asie. Et je pense qu'en fait, moi, mon pari, c'est que all in all, à la fin, on se rendra compte que les tarifs de Trump, ça a accéléré cette bascule du monde vers les BRICS. J'entendais ce matin quelqu'un qui disait que les BRICS, ça représentait, en gros, c'est la moitié de l'humanité et plus de la moitié de la richesse mondiale. Enfin, c'est complètement énorme. C'est beaucoup plus important que les pays du G7. Donc, c'est ce que tu nous disais. En fait, on en parlait il y a quelques semaines quand Mhm. les États-Unis avaient annoncé 39% sur la Suisse et que tu nous avais montré un peu cette courbe où justement ça baissait et puis les BRICS, ça montait. Et là, Mhm. donc peut-être ça va faire comme ça où ils annonçaient 350 milliards de plus grâce Ouais, aux tarifs, mais tu vas pousser les autres États à diversifier et puis à aller taper dans d'autres marchés, quoi. ouais, En gros, c'est ça. Donc, ils se tirent ouais. un peu une balle dans le pied, mais à court terme, ça peut marcher. Ben, à court Pour terme, lui. oui, mais si tu veux, c'est de nouveau, hein, comme j'expliquais avant, c'est l'élastique en fait. Il faut manger à court terme et il faut manger à long terme. Et en fait, je pense que la stratégie de contraindre en fait le reste du monde pour ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est être dans un dynamisme, pardon, je mange mes mots, dans une réinvention et le fait de laisser en fait les gens les plus brillants, les idées les plus brillantes arriver chez soi
pour dynamiser les choses. C'est pas forcément facile, mais ça permet de rester en vie. J'avais écrit avec Xavier un article dans la GFI sur le syndrome des Galapagos. Donc, les Oui, Galapagos, c'est cette île qui s'est un peu séparée du continent où il y a toute une série d'espèces, des espèces indigènes qu'on trouve nulle part ailleurs, parce qu'il y avait un climat et des conditions d'existence tellement particulières, l'absence de prédateurs pour certains oiseaux notamment, ou certaines tortues ou les iguanes. Et du coup, c'est un écosystème tout à fait particulier, tout à fait protégé. Et du coup, dès que ce type d'écosystème est à nouveau en lien avec le reste du monde, en fait, il y a des espèces qui disparaissent parce que tu es pas assez stimulé pour t'adapter. Et je pense que là, Trump, c'est un peu un péché, si tu veux. C'est un peu l'idée que on va, mais ça correspond à son programme, hein, c'est que je vais vous trouver une solution simple qui tient en une phrase. ouais. Là, je ne pense pas qu'en fait le dynamisme et la compétitivité d'un espace psychique, il faudrait presque l'appeler comme ça tienne en une phrase, puis qu'il suffit de mettre des barrières douanières. Je suis complètement OK que certains secteurs peuvent bénéficier de barrières à l'entrée parce qu'il y a des… par exemple, on parlait de durabilité au début du podcast, mais si tu as des domaines où tu produis de l'acier, puis que dans un pays, les normes écologiques sont bien moindres, ou par exemple pour les habits, la production d'habits, on pourrait très bien dire, ben voilà, on met des barrières douanières si certaines normes ne sont pas respectées. Ça, c'est OK. Et comme ça, on dit en anglais level the playing field. Mais je ne suis pas certain que tu puisses prendre une économie en entier, des pays en entier, regarder la balance commerciale et puis dire, bon, ben, Ouais. on tape, quoi. C'est pas C'est pas très aussi simple sain que ça. comme approche. C'est pas aussi simple. Et souvent, et ça, c'est un peu le drame des politiciens, c'est que souvent, en fait, une vraie solution, elle prend du temps pour déployer ses bienfaits. Il ne s'agit pas de faire un truc comme ça. C'est comme quand tu diriges une boîte, tu arrives, tu es engagé comme CEO, puis tu dis, bon, on va faire ça, ça va résoudre tous nos problèmes. Ouais. Imagine, on te donne les rênes de Nestlé. C'est pas que tu vas écrire un demi-paragraphe et puis qu'en faisant ça, en fait, pouf, tout d'un coup, il n'y a plus de difficulté. Ça reste une entreprise qui a, je sais pas, hors de grandeur, 100 000 employés, qui est active dans une centaine de pays. Ben, c'est compliqué d'administrer un business pareil. C'est pas simple. Donc, en fait, quand tu veux réaliser des choses, il ne suffit pas de claquer des doigts et tout s'arrange parce que tu as respecté un truc que tu pourrais expliquer à un enfant de 5 ans. C'est des fois plus compliqué. J'aimerais faire un zoom sur la Chine et avoir ton point de vue. Donc, on parlait il y a quelques mois en arrière donc de DeepSeek qui a investi une fraction de ce que OpenAI pourra arriver à son niveau. Et on sait que la Chine, elle produit à peu près 24 000 papiers sur l'IA par année contre 6 400 aux États-Unis. Et ils ont, je ne sais pas comment on dit en français, mais file 35 000 AI patents contre 2700 aux US, UK, Canada, Japon et Corée du Sud. Donc, on comprend en fait l'importance de cette guerre technologique liée à l'IA, mais là, on peut se dire que en fait, les États-Unis ils sont proches où ils pourraient perdre la bataille de l'IA contre la Chine. Ben, si tu veux, vu l'ambiance vu la manière dont la Chine est traitée, mais les pays des BRICS en général, c'est normal qu'en fait, ils essayent de se trouver des solutions où ils ne sont pas trop ou dépendants uniquement des États-Unis. Ils ont plus d'ingénieurs, hein. L'Inde et puis Ah la oui, Chine. c'est sûr. L'Inde et la Chine, ils Mais ont beaucoup plus de. il y a je peux te partager un autre graphique. Une petite seconde. Alors, pendant que tu me partages ça, Ouais. je te pose une question, hein. Si tu arrives à faire deux choses en même temps, c'est de te dire comment tu prédis l'avenir, en fait. Qui est-ce qui va gagner cette guerre de l'IA? Ben, je pense que c'est pas une guerre, en fait. Il y Ok. aura pas de gagnant ou de perdant, en fait. Ce sont des cycles technologiques et il faut bien se rendre compte qu'en fait, la Chine, c'était une des puissances dominantes du monde et qu'en fait, l'Europe existait avant et qu'elle existera après et que c'est pas parce qu'on n'est pas premier. Tu sais, j'ai l'impression je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu es à l'école puis tu as un premier de classe qui tout d'un coup a une mauvaise note Ouais. puis il panique. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il On met pense tout qu'il en est question. foutu. Voilà, c'est foutu, c'est la fin du monde. Puis toi, tu te dis, mais
Le mec, là, il a eu une mauvaise note. Moi, je signe pour son bulletin, mais any day of the week, t'es d'accord? C'est vrai. Voilà. Donc, il faut décentrer un tout petit peu la perspective. C'est pas parce qu'on n'est pas tout le temps les champions du monde en tout qu'en fait, on est foutu. Mhm. Hein? Alors, ici, je ne sais pas si on arrive à voir. Attendez, je vais me mettre en cheville avec la régie pour qu'on puisse voir un petit peu mieux ce graphe. Mais on parle souvent de cette guerre par rapport à l'AGI, en fait. C'est pas par rapport à la simple intelligence artificielle ou tu as ton LLM, machin. Mais Ouais, c'est vraiment ceux qui vont arriver au premier au AGI, ça va être compliqué ouais. Mais, de les mais détrôner. non, mais ok, mais déjà, on ne sait pas parce que, on ne sait pas. Le futur n'est pas écrit. On ne sait pas si, en fait, on va réussir à inventer les GI. Peut-être, peut-être pas. Ce qu'on voit, en fait, sur ce graphique qui démarre en Est-ce que tu veux nous 92. faire une petite explication de l'AGI Ouais. rapidement? Alors, les GI, c'est Artificial General Intelligence. Donc, en fait, et puis Super Intelligence encore après. Donc, le stade ultime, c'est d'avoir une intelligence qui soit supérieure à l'ensemble des humains dans tous les domaines. Donc, en fait, ça veut dire qu'on sera un petit peu comme je sais pas, une sauterelle vis-à-vis de l'AGI. Alors, attends, je vais juste remettre. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va juste remettre ce graphique. On va se le refaire une petite fois. Et Ouais. puis là, je le commente. Ce qu'il faut regarder, c'est ça, en fait. Il faut regarder les choses dans le temps. Donc, le graphique commence en 92. Là, en fait, vous voyez à droite, ce que vous voyez, c'est le GDP, donc comment on dit ça en français, là, PIB. le PIB, voilà, le produit intérieur brut. Et en fait, vous voyez les BRICS, qui est l'assemblage du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Mais on pourrait rajouter le Middle East, d'autres pays africains. Et en fait, on voit en fait qu'à partir de on voit bien qu'en fait, en 2007-2008, ça a commencé à craquer. Et puis là, on voit qu'à partir de 2020, ben, les courbes se croisent. Et puis en fait, ce qu'on appelait les pays émergents ont émergé. Ouais. D'accord? Donc en fait, si on regarde au jour d'aujourd'hui, la prédiction, c'est qu'en 2028, les pays du G7, donc les 7 pays les plus industrialisés à l'époque, ça représentera 27,7% du PIB mondial, on va dire un petit tiers, d'accord? Et puis que les BRICS, ça fait un bon tiers, 33,65. Donc, si on réfléchit comme ça, en fait, on comprend pourquoi ça sert à rien de s'énerver et il faut plutôt célébrer le fait qu'on ait un camarade de classe qui soit brillant, d'accord? Parce qu'il faut aussi voir que cette courbe, ce qu'elle représente, en fait, les BRICS, ça veut dire des millions, des centaines de millions de gens qui sortent de la pauvreté. C'est bien pour eux. Maintenant, Ouais. nous, ça nous enquiquine parce qu'en fait, on doit décentrer un petit peu le regard puis se dire, ben, il n'y a plus que nous. Il n'y a pas que nous. D'accord? Et c'est Ouais. ça que les Américains ont de la peine à faire. Alors, ils ont élu le président Trump avec le programme Make America Great Again, ce qui est bien. Parce que je comprends, on pourrait dire Make Switzerland great again, Make Francia great again, etc., etc. Mais Make Geneva great again. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on définit la notion de great? Et je pense qu'en fait, une nation qui est intéressante, il faut qu'elle soit un petit peu généreuse, il faut qu'elle soit un petit peu clairvoyante, il ne faut pas qu'elle soit égoïste, les phénomènes de retrait. Donc, on peut aussi célébrer ces autres élèves qui, d'usage ou d'habitude, n'étaient pas si brillants. Ben là, en fait, ils vont beaucoup mieux, tant mieux pour eux. On peut essayer de comprendre quelles leçons on peut tirer de leur succès, parce qu'il y en a certainement. Hein, et puis, collaborer avec eux, mais on doit collaborer sans dicter notre volonté et venir comme ça de manière péremptoire, comme ils expliquent dans Camelot. Perpendiculaire, péremptoire. Hein. J'ai pas vu ça. Ouais, J'ai pas la très ref. bon épisode. Je le mettrai en commentaire. Mais ils confondent en fait perpendiculaire et péremptoire. Ok. Mais il faut pas comme ça faire la leçon aux BRICS et puis il faut se dire ben voilà, c'est chouette pour eux, ils y arrivent. Maintenant, il faut que nous on se dynamise, qu'on profite de ce chapitre parce que c'est qu'un chapitre, il y en aura d'autres de l'IA pour se remettre en selle, qu'on réindustrialise les choses, etc., etc. Il faut se mettre au boulot, il faut se retrousser les manches.
Est-ce que tu penses que c'est la renaissance? Donc, il y a deux news qui sont apparues ce week-end, enfin, il y a quelques jours. SAP qui va investir 20 milliards d'euros dans un cloud souverain Mhm. et Mistral qui vient de lever 1,7 milliard. Mistral Bah, AI. je dirais pour Mistral, C'est c'est bonne news. super chouette parce que moi, j'ai rencontré leur CTO, qui est un gars absolument extraordinaire. Il avait un t-shirt Firefox, tu sais, avec le petit renard, là, le browser Ok. open source. Vraiment un gars mais brillantissime. Donc, kudos, c'est absolument génial. Ça reste, alors, c'est un peu pas beaucoup, un peu tard, ok, mais c'est Valo bien. 12 milliards. Ouais, Valo 12 milliards, mais si tu veux, C'est quoi la Valo d'OpenAI? je sais, 300, quelque chose comme ça. Je vais regarder pendant que Ouais, ouais. tu développes. Donc c'est bien, mais ça reste petit. Et puis, c'est bien qu'ils aient les moyens. Ça garantit une certaine indépendance sur le continent européen, bien que ils ont quand même des investisseurs américains aussi, hein. Donc, en fait, on voit bien, comme par rapport à notre sujet d'avant, le capital ne connaît pas vraiment de frontières. Donc, cette espèce d'idée qu'en fait, on a des solutions techniques qui ne dépendent que d'un pays, d'un lieu. D'ailleurs, on peut le montrer par l'absurde, hein. Tu peux dire, ouais, mais pourquoi en fait il faut que Mistral ce soit un peu européen? Non, 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 il faut que ce soit que la France. Pourquoi il faut que ce soit que la France? Non, 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 il Mhm. faudrait que ce soit que Paris. Puis au bout d'un moment, tu te concentres sur un quartier de Paris, puis tu te rends compte que tu n'as pas assez d'électricité ni de monde pour que ça marche. Donc, on est codépendants les uns des autres. Mais bref, c'est une super nouvelle pour Mistral. Moi, je suis très, très content pour eux. C'est génial. Ça reste petit et c'est quand même 3 ans plus tard qu'OpenAI, donc on n'est pas en avance. Et Pour mettre en puis, perspective, c'est 40 milliards qu'ils ont levé en mars 2025 OpenAI pour une valeur de 300 milliards. voilà, tu vois, Donc, tu as donc ils ont raison. levé 40 pour 300 et c'est au moins le 3 ou 4e round. Donc, on n'est pas, ils ont déjà 1 milliard et demi d'utilisateurs, donc on n'est pas dans la même ligue, si tu veux. Encore une fois, là, c'est le FC Nantes contre le Barça, quoi. Bon, ou le PSG, maintenant, ils sont hyper bons, le PSG, PSG. ouais, Hein, ils sont bien, c'est vrai. quoi. Voilà, ben voilà. Donc, il faut lutter, il faut pas. Ça a pris du temps pour le PSG, hein. Oui, c'est vrai. Ouais, des C'est décennies vrai. d'efforts. Donc, il faut être patient. Et puis, l'autre news, donc le fait que SAP peut-être pour expliquer, ce sont des gens qui font un ERP de production. Ils ont comme concurrent Oracle. Donc, c'est un truc, c'est un gros système informatique qui coûte très, très cher où on a beaucoup de consultants qui viennent nous aider à fabriquer quelque chose. Par exemple, je sais pas, des écrans d'ordinateur. Ben, on va vous dire, voilà, il faut commander 3 ports USB, etc., etc. Donc, ça aide en fait à la fabrication. Tout le monde utilise SAP, mais c'est une très ancienne société tech européenne, Allemande. allemande. Ouais. Et c'est beaucoup du consulting quand même. Et le fait qu'ils fassent un cloud en investissant 20 milliards, ben, il y a deux chiffres. Le premier, c'est que Google tout seul investit 75 milliards en une année dans les infrastructures. 75 milliards en une année, alors que SAP va investir 20 milliards en 10 ans, à savoir 2 milliards. Donc Google 75, SAP 2. Parce que 20 milliards sur 10 ans, ça fait 2 milliards par année, hein, s'ils le font, ce que rien ne garantit. Donc C'est énorme. voilà, je pense qu'en fait, SAP, ils font un truc hyper simple. Comme il y a une espèce de tendance, voilà, bah, il faut des clouds souverains. Ils se font de la Ouais. pub pour pas cher. Moi, j'aurais fait la même chose. J'aurais dit, ben voilà, on va investir ce qu'on avait prévu d'investir. Si ça se trouve, Mais c'est pas un investissement en plus. Ils ont simplement spiné la news avec un côté indépendantiste comme ça. Tu vois? Mais ils ont ouais, ouais. tellement de clientèle en Europe et moi je comprends qu'en fait une très grande société veulent que ses serveurs soient sur sol européen pour en fait éviter toute une série de problématiques juridiques et éventuellement liées à des problèmes de sécurité. Donc voilà, Bon, euh, même AWS ou ouais, ils le Azure ou font Google, aussi. ils ont déjà leurs serveurs Ouais, en Suisse, en France et tout. mais Donc, oui. c'est pas une grosse news. Mais Enfin, si ça c'est se pas trouve un gros truc. si ça se trouve, SAP, ils ont des demandes de clients qui leur disent, bah, vous devriez faire un cloud, on serait volontiers client. Donc, en fait, ils investissent, en fait, dans leur compétitivité. Ils ont bien raison de le faire, mais je ne suis pas du tout certain que c'est un investissement qu'ils n'auraient pas fait si d'aventure, on ne leur avait pas posé la question. Tu vois, si ça se trouve, c'est no news. Mais ça reste petit par rapport à Google. Est-ce que tu penses que c'est lié au Cloud Act?
C'est-à-dire que même si ton serveur il est basé en Suisse, les États-Unis peuvent te demander des infos. Est-ce que tu penses que si les États-Unis viennent vers chez SAP et ils lui demandent des infos, ils vont dire non, on est en Europe? Mais bien sûr que non, qu'ils vont tout donner, ils les ont déjà. Mais non, c'est une blague. Moi, mais non. Ils vont tout Mais, donner. mais bien sûr, ils vont tout donner. Ils donnent tout. C'est sûr. C'est certain. Non, non, c'est Je de pense la pas blague. qu'ils vont. Non, mais ils ont Il y des en a un. clients qui ont une sensibilité. Tu sais, quand un client te dit, ah, si vous aviez, Monsieur Younes, si vous aviez un data center en Europe, on paierait plus cher. Allez, on met 20 milliards. Tu le ferais. Mais Ouais. ce qu'il faut regarder dans l'industriel, c'est les ordres de grandeur. Et les ordres de grandeur, c'est qu'en fait, Google, on va dire, c'est 75, mais on va dire 80. D'accord? 80 en une année, c'est En une 40 année, ouais. fois plus que les 2 milliards de SAP en une année. Alors, Puis ils ont le savoir-faire aussi. oui, et puis ils ont En plus. l'expérience, mais on dit que tout ça, c'est OK. Quand quelqu'un a 100 chevaux ou 40 000 chevaux, Putain, c'est quoi ça? je ne sais pas, ça a été une explosion. Ça a bugué. On a un freeze. C'est SAP qui est intervenu. Explosion, quoi. Ça a SAP, freeze. ils t'ont dit bravo. Ouais, ils sont d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, quelqu'un qui investit 2, puis tu as Ouais. le gars d'à côté qui investit 80. On n'est pas dans la même ligue. Ouais. Bah, surtout que eux, ils ont, enfin, le cloud de Google ou AWS ou Azure existe déjà depuis, je sais pas, peut-être au moins 10 ou 15 ans. Ouais. C'est-à-dire Et puis qu'ils ont déjà chaque toute année, cette avance et oui, chaque et année, ils puis SAP, réinvestissent. ils investissent 20 milliards en 10 ans, tandis que Google, c'est 75, donc presque 80 en une année. On n'est pas dans le même métier, on n'est pas dans la même ligue, on n'est pas dans le même univers. Puis après, tu as tout ce qui est aussi switching cost. Ouais, Pourquoi tu partirais de mais Google oui, Cloud ou AWS pour aller sur SAP? Enfin, mais j'imagine. oui. Alors SAP, ce sont des systèmes tellement, si tu veux, quand une entreprise elle prend SAP, elle est tellement liée à eux que ça, je peux encore entendre, il n'y a pas de problème, mais au même prix, les gens, ils vont prendre un data center en Europe, mais si tu veux, c'est des deals qui sont un petit peu plus compliqués que, ah oui, j'ai un data center à Anvers, j'y vais, quoi. Tu avais Je... entendu l'histoire, c'était, je crois, Lidl ou Aldi, je sais plus. Mhm. Ils avaient voulu basculer sur SAP et finalement, ça a pris 7 ans, dépensé 500 millions, 1000 consultants et ils ont abandonné parce qu'il y avait un problème qu'ils n'avaient pas identifié. Bah, c'est un cauchemar. Une fois que tu es dans un, c'est soit Oracle, soit SAP, une fois que tu as un des deux, tu ne changes plus. J'ai entendu qu'il y a pas mal de boîtes qui, en parenthèse, enfin, qui quittaient Oracle Mhm. pour Salesforce, pour tout ce qui est CRM et tout. Enfin, c'est une petite parenthèse. On pourra peut-être faire un épisode dessus. Mais j'ai un de mes cousins qui bosse chez un des Big Four au Maroc et il m'a dit que justement, il faisait pas mal de migrations de boîtes dans les télécoms qui allaient sur du Salesforce. Ouais, mais c'est cher aussi, Salesforce. Je suis pas sûr. Si tu veux ça, à mon avis, Salesforce, c'est pas une boîte sur laquelle je parierais trop. Il faut voir que c'était un spin-off de Oracle, hein. Larry Ouais. Ellison, il voulait pas partir dans le cloud et Marc Benioff, il a dit non, non, moi je vais faire une boîte. Il a très bien réussi, mais je sous-estimerai pas Oracle. Ok, bon, en tout cas, moi, il m'a dit, en tout cas, 5 gros opérateurs Mhm. qui sont sur du Salesforce. Mais c'est. Ouais, mais est-ce que tu penses que les opérateurs, ils ont les clés de demain? Non. En fait, les opérateurs, ce sont c'est comme une entreprise qui amènerait l'eau. En fait, un opérateur, il fait quoi? Il vise des antennes mobiles et puis il tire des câbles pour les mettre sous terre pour la fibre, c'est tout. Et il On se lui fait des demande marges rien de d'autre. malade. Oui, mais j'entends, mais si tu veux, c'est un petit peu comme quelqu'un qui tire des câbles pour t'amener l'électricité. Ah non, moi, je suis d'accord avec toi. En plus, si tu C'est une as. industrie du XXe siècle, c'est plus une industrie d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'ancien et à mon avis, ça présente très peu d'intérêt. Donc en fait, que tu aies des laggards, de vieilles industries qui te rejoignent, je suis pas sûr. Bah, c'est certainement des gros deals et tant mieux pour ton cousin, quoi, à fond. Lui, Mais, le mais consultant, il vient de commencer. Mais... vas-y, cousin. Mais si tu veux, je suis pas sûr que, si tu veux, est-ce que OpenAI a pris leur système? Voilà, ça, ce serait plus excitant. Est-ce que, pendant qu'on est dessus, est-ce que tu te dises, bah, en fait, ils se disent quoi? Ça devient plus compliqué, faut plus cravacher pour choper des clients. Donc, on n'avait pas un CRM super. Donc là, avec le Salesforce, on va pouvoir remonter la pente.
Est-ce que tu Mais penses qu'ils ont fait non, ce shortcut mais comme non, ça? non, tu sais, dans les entreprises, c'est beaucoup plus le chaos qu'on imagine. Salesforce, bah déjà, je pense qu'ils font un super taf pour convaincre ces entreprises. Ils traquent les gens qui s'occupent de l'IT, etc., etc. Imagine le patron de Swisscom, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on vient lui présenter, ou Deutsche Telekom, on lui dit voilà, on va changer de CRM. Le mec, il n'en a rien à secouer, il a bien d'autres ennuis que ça. Ils disent mais vous êtes sûr combien ça va me coûter encore votre ânerie? C'est un truc qui prend des mois, si ce n'est des années. Je pense que ça foire, on va pas dire une fois sur deux, mais au moins une fois sur trois. Non. Je pense que c'est soit des questions de coût, soit en fait Salesforce a une espèce de manière de faire des relances qui s'applique mieux à un truc ouvert. Si tu regardes en Suisse, par exemple, on a maintenant des concurrents à Swisscom qui proposent des prix qui sont beaucoup plus avantageux en fait pour un service qui est absolument équivalent. Il y a Galaxus maintenant qui vend la fibre. Moi, je savais pas ça. Ben Ok. ouais, 39 Galaxy, francs. c'est pas à la Migros, un truc comme ça, non? Ouais, c'est le truc de la Migros. Et en fait, Galaxus, tu vas en ligne, tu t'inscris, 39 francs, c'est au mois le mois, tu n'as pas d'engagement. Méga bien. Ok. Et c'est le réseau c'est la fibre, hein. Donc en fait, tu t'en fiches complètement, tu mets ton adresse, tu regardes si ça joue, tu reçois un routeur et puis vas-y Jeannette. Donc, si tu veux, c'est de l'électricité. En fait, les mecs, ils transportent des photons. On n'en a rien à faire, tu vois, ça n'a pas d'intérêt. Ouais. J'aimerais revenir pour mettre en perspective donc ces montants dont on parlait investis dans l'IA. Tu as Anthropic, donc ceux qui ont Claude, qui est apparemment très très bon en programmation. Ils se sont pris une amende de 1,5 milliard donc pour violation de droits d'auteur. Donc apparemment, ils auraient téléchargé, enfin utilisé des millions de livres pour entraîner leur modèle. C'est des voleurs. Non, mais c'est hyper bonne nouvelle pour eux. Parce que c'est fait, quoi. Ça leur coûte pas cher. Il y a deux méthodes. Tu as la méthode américaine et puis la méthode européenne. La méthode européenne, c'est on fait rien, on régule, on verra, boum, on n'a pas d'industrie. Puis tu as la méthode américaine. Tu dis, bon, bah, il y aura sûrement un procès, on va se prendre une amende, nous verrons. Ben, ils l'ont fait, ils ont une des meilleures IA du monde. Ils payent 1,5 milliard, ils savent combien c'est. Ciao, circuler, il n'y a rien à voir. C'est Puis réglé. c'est bon, c'est acquis Ouais, pour ils la s'en vie. fichent. Ça pose absolument. C'est une excellente nouvelle pour eux. Tu le vois comme ça. Ah, mais bien sûr, parce qu'on connaît le coût, en fait, d'avoir utilisé cette matière première. Et dans l'absolu, c'est rien, quoi. Bah, 1,5 milliard. 1,5 On va milliard, c'est voir pas combien rien. ils ont levé 1500 là. millions, c'est quand même un gros chèque. Tu as quand même envie de pleurer, quoi. Si tu regardes, si tu réfléchis de manière rationnelle et posée, tu te dis, bah voilà, c'est quoi la valorisation d'Anthropic? Je suis en train de regarder combien ils ont levé aussi dernièrement. Donc, 2022, ils ont levé 580 millions. En 2023, 450 millions. Alors, ils sont valorisés de quand ça date, du 3 septembre. Ils ont levé 13 milliards et ils ont une valorisation de la valeur d'Anthropic, c'est 183 3 milliards. milliards. OK, Donc 13 milliards ça leur levés. coûte 1,5. Ouais. Allez, un petit pourcent. Bon. Ouais, 16 milliards et demi en 2025. Bon, c'est réglé. Ça vaut la peine. Voilà. Mais si tu veux, ça, c'est le style américain. C'est-à-dire que tu fais émerger un géant, à peu près, tu payes. C'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, tu pètes deux, trois trucs, mais bon. Bah, ça Donc, marche, quoi. Ça fonctionne, hein. On ne peut pas faire reproche, hein. donc, on peut dire que les Américains, ils encouragent le vol, hein. Ouais. Oh, c'est un peu sévère. Ils encouragent l'innovation. Puis l'innovation, ça veut dire de faire exploser les monopoles anciens. Parce qu'on peut faire un contre-argument, en fait, au fait que les éditeurs reçoivent autant de sous. Ce sont des auteurs qui se cachent derrière, mais ces auteurs, ils ont appris la langue dans laquelle ils ont écrit à l'école. Ça a été payé par tous les citoyens du monde. Enfin bref, on peut aussi voir la littérature comme une espèce de bien commun de l'humanité. Là, en fait, c'est 1,5 milliard d'amendes, c'est uniquement les ayants droit des droits d'auteur. Ouais. D'accord? Moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'en fait, on dise que
l'entièreté de la littérature française, américaine, russe, chinoise, ce soit en fait la propriété d'un éditeur en particulier. On peut se référer, il y a un scandale sans nom dans les publications scientifiques. Tu as quelques groupes qui possèdent toutes ces revues scientifiques. Mais les revues scientifiques, elles ne publient que des articles qui ont été écrits par des scientifiques payés par l'État. Et les mecs qui se font mais des sommes d'argent, des sacs d'or, en fait, en grévant le budget des universités, parce qu'ils s'arrogent le droit de dire, bon, ben voilà, maintenant, si vous publiez chez nous, ça nous appartient. Bon, c'est un peu raide. Donc là, si tu veux, c'est une transaction mercantile. Anthropic, ils ont dealé avec les ayants droit de ces droits. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord de prendre le raccourci de dire que l'entièreté des livres écrits par l'humanité, ça n'est la propriété que de quelques groupes privés au monde. C'est pas vrai. Ça me fait penser à une citation que j'avais lue pendant que vous discutez si le verre est à moitié vide ou à moitié plein, je le bois. Et en Ouais, fait, c'est ce c'est qu'ils ont ça. fait Anthropic, quoi. Nous, C'est on dit, ça. voilà, il faut réguler, il faut pas réguler, il faut faire ci, ça, Ouais. puis eux, ils se posent pas les questions. Et ils prennent un avantage où là, Oui, parce qu'on n'est pas au stade du blabla, on est au stade de ouais, la constitution d'une industrie. ouais. Et ça va simplement trop vite, en fait, pour ergoter, en fait. Il faut pas. Ils règlent ça, en fait, comme un problème business où il convient de faire un chèque, en fait. Voilà. Bon. Et si tu le mets en perspective sur une news qui est sortie par rapport au style de management en Europe et aux US, tu as Laurent Frex qui s'est fait licencié de Nestlé parce qu'il il avait une maîtresse à l'interne. Je ne vais pas juger si c'est bien ou mal, hein. Et là, d'un côté, tu as quelqu'un qui monte sa boîte en volant et puis ils ont une fine d'1,5 milliard. Donc, il n'a pas été viré. Tu penses quoi en fait? C'est assez Bon, disproportionné écoute, ou c'est… bah non, mais Nestlé, ils ont aussi leur lot de casseroles quand même. Ah oui, pire que du vol de livres, hein, parce Bon, que donc les en eaux fait, bah contaminées et voilà, compagnie. si tu veux, pourquoi le système judiciaire, c'est si chouette? C'est parce qu'en fait, on se met d'accord sur un certain nombre d'us et coutumes, de pratiques qu'on appelle la loi. Puis après, on dit, bon, bah, on respecte ce truc-là. Puis quand quelqu'un commet une infraction, comme par exemple un excès de vitesse, eh ben, on dit, bah, c'est pas bien. Alors, suivant la taille de l'excès de vitesse, ben, on va faire une amende ou une amende plus conséquente, ou on va vous prendre votre permis de conduire ou enlever des points suivant les pays. Bref. Donc, en fait, l'idée de rule of law, l'idée de la loi qui s'applique, c'est qu'en fait, on ne fait pas régner l'arbitraire. Donc, en fait, bon, les entreprises font des choses qui sont OK et puis d'autres choses qui sont moins OK. Et Nestlé, comme les autres entreprises, de temps en temps, ils font des choses qui sont moins OK, puis pour ça, ils prennent des amendes. Mais c'est pas parce que Anthropic, voilà, on rappelle quand même que l'industrie la plus condamnée au monde, c'est l'industrie des pharma. Oui, Ce sont des milliards en fait qui payent très régulièrement. Donc voilà, ça fait moins la une des journaux parce qu'ils sponsorisent de la pub aux États-Unis. Et puis là, ben, ce monsieur, moi je le connais pas du tout, mais ce que je me suis dit en voyant cette histoire, c'est que soit en fait le board de Nestlé est devenu complètement zinzin parce qu'il a violé le code of conduct. Donc en fait, on se passe d'un homme brillant qui aurait pu redresser Nestlé, ce que je trouve oui. complètement stupide. Soit, ce qui est plus probable, en fait, c'est l'excuse qui a permis de le licencier. Peut-être qu'il n'était pas bon par rapport au résultat. Pas forcément pas bon, mais qu'il n'a pas amené les résultats qu'il fallait, qu'il s'est fait des ennemis là où il fallait pas, etc., etc. Moi, je pense, tu sais, quand on veut piquer son chien, on dit qu'il a la rage. Ouais. Bon, Surtout voilà. qu'il y a pas mal de monde maintenant qui demande la démission aussi, la démission du président du board, là, Paul Buckley. Ouais, ouais. Comment il s'appelle? Bulquet, un Buckley, Belge. un truc comme ça. Ouais, Ouais, je- alors moi je ne suis pas Nestlé d'assez près pour pouvoir émettre un jugement, mais j'ai absolument aucun doute que quand on nomme un CEO ou un président du conseil d'administration de Nestlé, il est compétent, ça c'est sûr. Et puis, ok, alors il a eu une relation peut-être qui aurait mérité qu'on fasse autrement, peut-être, j'en sais rien. Je pense qu'en fait, un mec qui a autant de pouvoir, c'est bien qu'il soit détendu aussi. Donc moi je suis beaucoup plus libéral pour ça. Et je pense qu'il faut simplement juger les résultats du gars. Et je te dis, instinctivement, comme ça, moi, quand j'ai vu la news, je me suis dit, il a dû Hmm. faire un truc qui n'a pas plu. Ils en ont profité pour. C'est Ouais. l'excuse, si tu veux.
Mais j'en sais rien. Erreur de J'ai casting. aucune info. Non, pas une erreur de casting, mais simplement, ils l'ont nommé. Puis finalement, bah, il aurait, bah voilà, tel et tel aurait mieux convenu. Et puis Ouais. tu fais croire que, tu vois. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais finir sur une dernière note donc, par rapport à Anthropic et Google qui a gagné son procès antitrust. Donc, on voit vraiment pour être un entrepreneur et surtout maintenant dans cette époque de l'IA, il faut être prêt à être un pirate, donc break the rules. Et c'est ce qui est un petit peu péjor en Europe où justement, enfin, dès que tu commences, tu peux avoir ces fines tout de suite. Tandis Mais, qu'au States, ils te laissent monter la boîte, ils te ouais, donnent du temps, puis au final, ouais, mais c'est, en fait, il faut à quel système? C'est-à-dire qu'il faut avoir une mentalité de hacker et il faut pas, en fait, le verbe ou l'attitude à éviter, c'est de geindre. Il ne faut pas geindre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours se plaindre. C'est pas de ma faute, non. En fait, il faut se bouger, il faut trouver des solutions. Et puis, advienne que pourra, il faut y aller avec confiance en réinventant le monde. C'est plus réenchanter le monde et le réinventer que break things. Si tu penses en fait à OpenAI et à ce que ChatGPT a permis à d'innombrables personnes qui avaient par exemple du mal à s'exprimer ou qui n'avaient pas eu la chance d'avoir une éducation qui leur permettait de connaître toute une série de sujets, le nombre de sujets pour lesquels l'IA en fait aide les gens simples qui… Mais moi le premier, parce qu'il y a des tas de domaines que je ne connais pas, donc en fait je peux m'adresser à cette IA pour essayer de tiens, comment tu ferais ceci, comment tu ferais cela, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça absolument génial. C'est un empowerment de milliards d'individus. Et OK, ben, ils ont un peu piqué la littérature pour faire ça. Ben, on s'en fiche. En fait, maintenant, les ayants droit, ils ont été payés. Il y a un procès aux États-Unis, il y en aura d'autres, mais ça ne m'importe pas beaucoup parce qu'en fait, c'est le monde ancien versus le monde nouveau. Et moi, je pense qu'il faut pas injurier l'avenir et il ne faut pas, de manière psychorigide et ossifié, faire l'apologie constante de ce qui a été. Il faut aussi regarder ce qu'il pourrait advenir et qui pourrait être bien. Et je finirai avec cette question, en fait, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire. Qui est-ce qui apprend le plus, l'IA ou l'humain? Ah, c'est l'humain, c'est certain. L'IA, c'est un relais, c'est un médium, c'est un média. C'est une manière, en fait, de proposer l'information sous une forme qui est beaucoup plus digestible. Si d'aventure on avait tous un prof d'université compétent en toute matière sous le coude, on n'aurait pas besoin d'IA, on pourrait demander au professeur magicien toutes les réponses dont on a besoin. Tandis que là, on a un truc pas cher, digitalisé, donc ça scale, qui en fait ne dit pas que des choses vraies, mais qui en dit beaucoup. Et je pense que c'est une manière extrêmement belle, en fait, de remettre l'humanité sur pied, de donner du pouvoir et de la capacité à agir, agency, de la capacité à inventer sa vie à énormément de gens. Et moi, je trouve que c'est une super nouvelle. C'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, j'ai écrit la semaine passée un article avec Xavier où on parlait du fait que les élites ne comprennent rien à l'IA. Et je pense que Wow. c'est vrai. En fait, ils comprennent rien parce que ça les intéresse pas, parce que c'est une technologie qui va faire bouger en fait l'ordre établi, parce que ça donne du pouvoir aux sans-dents, comme les appelait Hollande. Bah, moi, je trouve que les sans-dents, ils sont attachants et sympas. Et je suis très, très heureux en fait qu'on puisse comme ça les aider. Donc, oui, Anthropique, ils ont un peu utilisé des textes qu'ils n'auraient pas dû. Bah, maintenant, ils ont payé leur dû, circuler, il n'y a rien à voir. Ça ne m'émeut pas. On mettra le lien à l'article. Il est apparu sur quoi? C'est sur la GFI. Sur la Mais GFI. je mettrai le lien. Ok. Pascal, je crois qu'on a fait le tour sur les sujets d'aujourd'hui. Ouais, Je te remercie. c'est moi. À tout bientôt, Younes. Ciao. Ciao, ciao.